Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de recherche scientifique, d'innovation et en particulier du dispositif CIFRE. Alors la CIFRE, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une solution qui permet à un jeune doctorant ou une jeune doctorante de mener un projet de recherche directement dans une entreprise avec l'encadrement d'un laboratoire universitaire. Alors comment ça marche, comment en bénéficier, quels sont les avantages? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui au fil de cette émission avec mes différents invités. Je vais recevoir des étudiants, des chercheurs, des entrepreneurs qui vont tous nous partager un petit peu leurs impressions sur ce dispositif. Et pour commencer, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Gia. Bonjour Pascal. Bonjour Mehdi. Vous êtes chef de service CIFRE à l'ANRT, donc l'Association nationale de la recherche et de la technologie. Donc je pense que vous êtes probablement une des personnes les mieux placées pour répondre à nos questions d'introduction. Pour commencer, j'aimerais vous demander globalement de quoi on parle. C'est quoi une CIFRE exactement? Alors déjà, en préambule, je vais peut-être parler de l'ANRT, présenter l'ANRT. Donc comme vous l'avez dit, nous sommes l'Association nationale de la recherche et de la technologie. Nous sommes une association de droit privé. Et nous avons pour ADN de fédérer la recherche publique et la recherche privée. Donc on travaille avec quasiment 10 000 acteurs de la recherche en France, que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine public. Ça, c'est vraiment l'activité propre de l'ANRT. Et dans l'autre activité de l'ANRT, c'est la gestion du dispositif CIFRE. Donc ça veut dire Convention industrielle de formation par la recherche. C'est un dispositif qui est géré par le ministère en charge de la recherche, aujourd'hui ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et le ministère nous a confié la gestion de ce dispositif en son nom. D'accord. Donc, par exemple, il y a sûrement des jeunes gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont peut-être en master ou en école d'ingénieur ou en école de commerce, par exemple, en tout cas des études supérieures, qui disent « Ah tiens, ça m'intéresse, est-ce que ça pourrait être pour moi ?» Alors, est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Alors, c'est absolument ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, c'est une modalité de financement d'une thèse de 3e cycle. Vous l'avez dit, hein, c'est un triptyque entre un employeur, un salarié ou une salariée doctorante et un laboratoire académique. L'employeur, par définition, emploie le doctorant, et travaille en synergie avec le laboratoire académique où travaille d'ailleurs le directeur ou la directrice de thèse qui encadre le doctorant. Pas de limite d'âge, par exemple? Il n'y a pas de limite d'âge, non. Pas de limite d'âge, pas de limite de nationalité. C'est un dispositif qui est ouvert à tout type de nationalité. On accueille des doctorants de partout dans le monde. Est-ce qu'il y a peut-être des frontières disciplinaires? Parce qu'on se dit, ah oui, comme ça se passe dans une entreprise, ça va être de la physique, de la chimie ou de la biochimie, par exemple. Oui, évidemment, nous couvrons ces domaines scientifiques, mais pas que. C'est-à-dire qu'on est ouvert à absolument tous les domaines scientifiques. J'aime bien dire qu'on va des mathématiques pures à la philosophie. Et on passe par ce que vous avez dit, c'est-à-dire la physique, la santé, les sciences de l'ingénieur, l'informatique ou les sciences et techniques de l'information et de la communication. Mais aussi, et il ne faut pas l'oublier, les sciences de l'homme et de la société. Ça peut surprendre, mais en CIFRE, d'ailleurs c'est la première discipline en termes de couverture chaque année. On travaille sur des thèses, nos doctorants travaillent sur des thèses en psychologie, en sciences de gestion, en droit, en littérature, en sciences du langage. Vous voyez qu'il y a une pluridisciplinarité qui est extrêmement large. Extrêmement large, ouais. Donc c'est ça, si je suis étudiant en master de philo, de psycho ou d'économie, la CIFRE, ça peut être pour moi éventuellement. Exactement. Une fois qu'on a fait cette étape de la CIFRE, après où est-ce que ça mène exactement? Est-ce que c'est vers une carrière de chercheur ou bien plus vers le privé? Alors peut-être repréciser le profil des employeurs, parce qu'on a parlé de ce triptyque d'organisation, mais il faut savoir que les CIFRE sont contractualisés par tout type de profil d'employeur. Et quand je dis tout type, j'insiste sur le fait que nous avons des grands groupes, des ETI, des PME, des très petites entreprises, on a vraiment jusqu'aux startups, mais aussi ce qu'on appelle le domaine parapublic, c'est-à-dire les collectivités territoriales, les mairies, les départements, les régions sont tout à fait éligibles au dispositif CIFRE. Alors une fois que je dis tout ça, la question c'était que deviennent les doctorants? Alors les doctorants, il faut savoir qu'un tiers continue dans l'entreprise ou dans la structure qui l'ont embauché pendant les 3 ans de CIFRE. Donc il y a une forme de continuité de carrière au sein de l'entreprise qui a porté la CIFRE initialement. Et puis quand on s'interroge un peu plus loin, à horizon de 3 ans ou 5 ans, on voit qu'on a une pérennisation des doctorants au sein du secteur privé, puisqu'ils sont à 80% dans le secteur privé
5 ans après la fin de la CIFRE. Donc on voit qu'on a un ancrage des doctorants et doctorantes CIFRE dans le secteur dit privé. D'accord. Ça peut être quand même des activités de recherche, mais qui seront conduites dans le secteur privé. Absolument. C'est-à-dire quand on regarde les activités des anciens doctorants CIFRE, on voit que en début de carrière, ils sont majoritairement ancrés sur des projets de recherche, mais on voit qu'au fil du temps, eh bien, ils peuvent s'éloigner, ou pas d'ailleurs, hein, mais ils peuvent s'éloigner de travaux purement de recherche pour aller vers des activités transverses, peut être chef de projet, peut être travailler dans le marketing, dans la communication. On voit qu'on a une perspective de carrière qui va bien au-delà d'un travail de chercheur. D'accord. Alors quand on est, disons, jeune étudiant et qu'on envisage la recherche scientifique, le premier réflexe probablement c'est d'aller se tourner vers un doctorat qui est plus traditionnel, disons universitaire dans un laboratoire, comme j'ai fait, comme vous avez fait, comme on l'a fait tous les deux. La CIFRE, c'est un peu différent. Quels avantages ça va apporter par rapport justement à ce parcours plus commun? La CIFRE, effectivement, elle est à la fois différente d'une CIFRE, d'une thèse dite académique, mais elle est aussi différente. Elle est égale dans le sens où elle conduit à une thèse de 3e cycle. Donc c'est un mode de financement, mais qui ne diffère pas dans la finalité de cette formation doctorale. La finalité, c'est vraiment être docteur de 3e cycle en France. C'est absolument médical. Il n'y a pas de différence de diplôme. C'est aussi rattaché à une école doctorale, c'est inscrit à l'université. Donc il n'y a pas de différence dans la manière, dans la finalité de cette formation doctorale. En revanche, là où c'est différent, c'est dans l'organisation des travaux. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, une CIFRE, c'est une entente entre évidemment le salarié ou la salariée doctorante, l'employeur, mais aussi un laboratoire académique. Donc le gros avantage, c'est que le doctorant, la doctorante, va bénéficier de 2 encadrements. À la fois l'encadrement académique au sein du laboratoire public, mais aussi au sein de l'entreprise, au sein de l'employeur, parce qu'il y a un tuteur ou un encadrant industriel ou chez l'employeur qui va contribuer à la fois participer aux travaux, orienter les travaux, en tout cas travailler conjointement avec la doctorante et le laboratoire académique, et le doctorant ou la doctorante bénéficie réellement de deux encadrants. Donc c'est vraiment un double encadrement et donc une richesse que je trouve moi supplémentaire à un encadrement purement académique. Oui, je comprends mieux. D'ailleurs, ces 2 encadrants qui sont différents, hein. C'est pas comme si c'était 2 chercheurs. Et là, il y a vraiment des perspectives différentes parce qu'il y en a un qui vient justement d'un laboratoire universitaire et l'autre d'une entreprise. Donc il y a cette dualité des perspectives aussi. Absolument. C'est-à-dire que le directeur de thèse, il est par définition habilité à diriger des travaux de recherche. Hein. Ça, c'est la condition sine qua non pour encadrer une thèse du point de vue académique. En revanche, le tuteur au sein de l'employeur, il peut avoir un profil très différent. Il peut être ingénieur, il peut être HDR, évidemment, il peut être également lui-même docteur, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qu'on attend de l'encadrant industriel, c'est qu'il soit compétent dans son domaine et qu'il apporte une vision complémentaire de la vision de l'encadrant académique. Ce qui fait partie, j'imagine, de l'avantage de la CIFRE. Donc, pour terminer peut-être très concrètement, si on a des gens qui nous écoutent, qui sont convaincus, qui se disent « Ah, j'ai envie de me lancer dans cette aventure », qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pour démarrer la première étape? Par où il faut commencer à chercher? Alors, je crois que la première étape, c'est la motivation. Je pense qu'il faut d'abord se sentir porté vers un projet de thèse. C'est peut-être s'intéresser, et je crois qu'aujourd'hui, on va aborder ces points-là avec les différents intervenants à venir, c'est vraiment se questionner sur qu'est-ce qu'une thèse, qu'est-ce qu'un doctorat, pourquoi j'irai là. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, concrètement, et encore une fois, ce sera abordé, mais concrètement, il faut ne pas hésiter à aller voir ses enseignants au sein des écoles, au sein de l'université, parce que la plupart, enfin l'écrasante majorité, sont enseignants-chercheurs. Donc, non seulement ils connaissent la recherche, et je veux croire qu'ils connaissent aussi très bien le dispositif CIFRE. Donc, je pense que c'est la première démarche à avoir. C'est une fois qu'on s'est interrogé et se poser la question de faire une thèse, c'est d'aller vers ces acteurs que peuvent être les encadrants. Puis après, puisque je l'ai dit, on l'a dit, il y a un employeur qui est impliqué évidemment dans le processus. Et cet employeur, on peut l'aborder au sein de forums, au sein de salons professionnels. Et puis il y a tous les réseaux sociaux qui sont aussi à disposition. Parce que je le rappelle, c'est l'employeur qui va porter la CIFRE. J'ai oublié de le dire, mais c'est important. L'État investit 14 000 € chaque année sur chaque CIFRE. Donc c'est 42 000 € puisque la CIFRE dure 3 ans, hein, c'est la durée d'une thèse. Donc c'est un investissement de l'État qui va directement
auprès des employeurs et qui vraiment accompagne le travail d'encadrement de la thèse et des travaux de thèse. Bien, merci beaucoup Pascal, et on va approfondir tout de suite ces points avec les premiers invités que je vais recevoir. Ça va être des étudiants et des ex-étudiants qui ont fait le choix de suivre ce parcours, ou bien en tout cas qui l'ont envisagé, et on va écouter un petit peu leurs impressions. Merci. Merci beaucoup Mehdi, bonne émission. Merci. Alors, pour cette première table ronde, j'ai 3 invités à mes côtés. Victor, d'abord, qui envisage peut-être de se lancer dans une CIFRE. Myriam, qui est actuellement en plein dedans, en 2e année de thèse. Et enfin, Vivien, qui a soutenu sa thèse, donc CIFRE également, l'année dernière, donc en 2023. Merci à tous les 3 d'être ici. Ça va nous donner, je pense, un super aperçu de toute cette période qui précède et qui suit un petit peu cette phase de thèse. Alors, je vous propose de le faire dans l'ordre chronologique, si vous voulez bien. Donc, Victor, bonjour. Bonjour. Donc, toi, tu es étudiant, ingénieur à Télécom Nancy et à l'ENS GSI à Nancy également. Voilà. Et actuellement, donc, c'est un équivalent Master 1, je crois. Oui. Et donc, la recherche scientifique, ça t'attire un peu et tu te poses peut-être des questions sur ce fameux dispositif CIFRE. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être nous décrire un peu tes études et plus précisément dans quel domaine tu te spécialises ? Eh bien sûr, actuellement, je suis à Télécom Nancy. Donc, c'est une école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs dans l'informatique. Et précisément, moi, je suis en spécialité intelligence artificielle. Et aussi, donc, comme je fais un double cursus avec l'ENS-GSI, c'est une école qui va former des ingénieurs spécialisés sur l'innovation. Donc, tu as ce double cursus, d'abord spécialité informatique, plus précisément intelligence artificielle, et puis plus généralement dans le domaine de l'innovation. Ok, et tu disais, la recherche scientifique, c'est quelque chose qui t'attire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où ça vient, cette attraction ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, peut-être des domaines d'innovation particuliers ou des chercheurs qui t'ont influencé dans cette direction ? Je pense que déjà, de base, de nature, je suis curieux. Et donc, c'est pour ça que je pense naturellement, je m'intéresse à la recherche. Et puis, évidemment, le fait de côtoyer des professeurs qui sont aussi chercheurs et qui parlent de leurs projets de recherche, qui nous enseignent aussi sur ces domaines-là, je pense qu'ils arrivent à transmettre d'une certaine manière leur passion. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde de la recherche et c'est comme ça que je me suis intéressé à la recherche et probablement peut-être que j'effectuerai une thèse CIFRE. Je peux te confirmer, c'est vraiment un domaine fascinant en tout cas. Ouais. Bon, je ne suis pas non plus très objectif à ce sujet. Donc tu envisages peut-être de faire un doctorat, tu es encore un peu incertain à ce sujet, bon, c'est tout à fait normal, je veux dire, tu as encore largement le temps de décider. Est-ce que tu pourrais nous dire, qu'est-ce qui te fait hésiter ? Où est-ce que tu en es un peu dans tes réflexions ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu es un peu incertain ? Oui, il y a plusieurs facteurs qui font que je suis encore un peu incertain. Par exemple, je me demande, est-ce qu'on faire une thèse ? Est-ce que c'est pas être un peu seul ? J'ai un peu peur de ce côté solitude. J'ai pas envie de me dire que pendant 3 ans, par exemple, je vais être sur un ordinateur toute la semaine. Alors peut-être que c'est juste un stéréotype, mais j'ai un peu cette appréhension-là. Et ça me ferait un peu peur de rester seul. Moi, j'ai besoin d'aller vers les autres, j'ai besoin de rencontrer des nouvelles personnes et de découvrir, de sortir de ma zone de confort. Alors la CIFRE en particulier, on en parle déjà depuis le début, où tu sais que c'est une solution qui permet de travailler dans une entreprise avec quand même l'encadrement du laboratoire universitaire. Donc il y a un petit peu ce mélange des deux. Est-ce que c'est une solution que tu envisages, qui t'intéresse ? Tu penses que ça peut être une bonne idée ? Moi, c'est ce qui m'intéresse, le côté entreprise. J'ai vraiment envie de travailler dans le monde de l'entreprise. Je sais qu'il y a un peu ce côté, le monde universitaire et de l'autre côté, le monde de l'entreprise. Et je connais un peu plus, on va dire, le monde universitaire, du fait que je suis toujours étudiant et j'ai envie de découvrir ce monde d'entreprise industrielle et c'est quelque chose qui m'attire. Donc je pense que la thèse CIFRE, le dispositif CIFRE, c'est quelque chose qui me conviendrait personnellement. D'accord. Écoute, j'espère que les discussions qu'on va avoir au cours de cette émission vont t'inspirer et t'aider à prendre une décision. Pour continuer, je vais me tourner vers Myriam. Bonjour Myriam, alors toi tu es en plein dedans. Absolument. Du coup, tu es en 2e année, si je ne me trompe pas, c'est ça ? C'est ça, absolument. Et donc, si je peux revenir un peu sur ton parcours, tu as fait une licence de psychologie, oui. Puis un master en psychologie cognitive à Montpellier. Et en ce moment, tu réalises un doctorat CIFRE. Donc, du coup, l'entreprise avec laquelle tu travailles, c'est Airbus Hélicoptère. Et le laboratoire, en tout cas l'université qui encadre, c'est l'université Jean Jaurès à Toulouse, c'est correct ? C'est ça. Ok. Ton sujet de thèse, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu avant, je le trouve vraiment original. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît ? Oui, alors moi je travaille du coup sur la documentation de maintenance des hélicoptères.
Et du coup, le but de cette thèse CIFRE, c'est d'analyser un petit peu tout ce qu'on peut apporter aux instructions de maintenance qui sont un support écrit, du coup, tout ce qu'on peut apporter en termes de multimédia, en termes de multimodalité, pour aider à la compréhension et surtout au suivi du coup des procédures de maintenance qui sont réalisées tous les jours par les techniciens de notre entreprise. D'accord. Voilà. Mais l'aspect recherche dans ce sujet, il est plus expérimental. Tu fais des expériences, par exemple. Ouais. Dis-nous concrètement comment ça marche. C'est ça. Alors, je vais prendre exemple sur ce que je suis en train de faire actuellement avec mon entreprise. Là, actuellement, je suis en train de monter mon premier protocole expérimental. Normalement, les passations arrivent bientôt. Sure. Et en fait, on s'intéresse à comment est-ce que les instructions véhiculent du sens. Donc, comment en fait on peut mettre en place ces instructions? Est-ce qu'il vaut mieux peut-être ajouter du dynamisme, par exemple, dans les instructions? Est-ce qu'il vaut mieux peut-être passer par des indices auditifs, visuels? En fait, on va se demander quelle est la meilleure manière de véhiculer l'information technique pour qu'elle soit comprise et appliquée, parce que c'est aussi un acte moteur, en fait, la maintenance. Donc, en fait, on s'intéresse à quand on présente l'information, quand est-ce qu'elle est le mieux reçue et mieux appliquée derrière. D'accord. Voilà. Comme c'est une CIFRE et que toi, tu travailles avec Airbus Hélicoptère, est-ce que ces expériences, tu les réalises directement avec le personnel d'Airbus, ou bien est-ce que tu vas recruter un personnel, des participants un peu plus neutres peut-être pour tes expériences? Comment ça marche? Alors, dans cette première expérience, justement, on s'intéresse un petit peu au fonctionnement de base, connectivement, comment est-ce que ça se passe. Donc, on a aussi des mesures un petit peu plus objectives avec de l'eye tracking, des choses comme ça. Et pour cette expérience, en fait, on veut rester dans un environnement contrôlé pour voir un petit peu comment ça se passe. Et donc, du coup, là, on prend un personnel Airbus, mais ce ne sont pas des techniciens de maintenance. Donc, on reste sur un terrain un petit peu neutre. Et par la suite, on aimerait appliquer ces résultats aux techniciens de maintenance. Et comment est-ce qu'on l'applique vraiment au cœur de notre domaine, quoi. D'accord. Du coup, je trouve ça intéressant parce qu'il y a vraiment le côté recherche fondamentale où tu vas t'intéresser vraiment aux mécanismes cognitifs dans un premier temps de manière complètement neutre. Et ensuite, il y a tout de suite cette transition assez rapide vers l'application du coup dans le contexte de Airbus Hélicoptère. C'est ça. Ok. Pour revenir un peu sur ton parcours, je me demande comment se fait la transition entre le master, donc en psychologie cognitive, et le début de la thèse CIFRE. Est-ce qu'il y a eu un moment de flottement ou est-ce que c'était plutôt fluide entre les deux? Alors, c'était très fluide parce que j'ai eu la chance d'effectuer mon stage de Master 2, donc du coup de fin d'études chez Airbus Hélicoptère déjà. C'était un stage sur l'ergonomie d'une interface justement de documentation de maintenance. Et quand j'étais là-bas, cette offre est apparue. Donc moi, je m'intéressais déjà au sujet. Et le fait de pouvoir l'approfondir avec une équipe du coup que je connaissais déjà un petit peu, ça m'a tout de suite parlé. Donc j'ai candidaté et je pense que ça a été peut-être un plus de connaître déjà l'environnement de l'entreprise, etc. Donc voilà, ça a été un coup de pouce, je pense. D'accord. Donc ça, c'est une voie possible. C'est donc la continuation du stage de fin d'études en fait qui va se transformer avec un peu de chance en doctorat CIFRE. Par rapport à cette transition, justement, je me demande si, parce que tu es vraiment à ce niveau-là, est-ce que c'est le même genre de travail qu'on fait en master en fin d'études et au début de la thèse? Est-ce que c'est juste une continuité, on continue à faire la même chose, ou bien est-ce qu'il y a un vrai changement qui se produit? Pour moi, il y a un vrai fossé. Ah ouais. Ouais. Dis-nous un peu plus alors. Je me souviens quand j'étais en master, je me disais, la thèse, ça va être le mémoire en 1000. Mais non, pas du tout. C'est vraiment une expérience, je trouve, très différente. Parce qu'on vraiment, là, on est force de proposition, en fait. Là où moi, dans mon mémoire, je me sentais moins force de proposition. Et on avait déjà un petit peu un cadre théorique, un petit peu des éléments aussi du matériel expérimental qu'on pouvait nous donner, de recherches qui ont déjà été effectuées. Là, on crée tout de A à Z et on est force de proposition, mais on est aussi le décisionnaire, quoi. Et ça, parfois, ça fait un petit peu peur. Ça fait un peu peur. Après, c'est aussi excitant parce qu'on peut guider son projet comme on veut, mais bon, il y a les deux côtés, quoi. C'est ça, absolument. Est-ce que tu as toujours... tu étais déjà partie sur cette idée de faire de la recherche, de devenir un peu chercheuse dès le début, ou bien c'était un peu quand même une opportunité qui s'est présentée et puis tu l'as saisie au moment du stage de fin d'études? J'y pensais un petit peu à partir du master, je pense. Et je me disais que si je faisais une thèse, je voulais que ce soit une thèse CIFRE. D'accord. Parce que je voulais absolument faire de la recherche appliquée, en fait. D'accord. Voilà. Ok, donc c'est tout cohérent pour toi. Victor nous parlait tout à l'heure de certaines craintes qu'il pouvait avoir par rapport à la thèse. Peut-être celle de la solitude. C'est vrai qu'elle est pertinente, je peux en parler aussi. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Est-ce que tu ressens quand même que tu as cet encadrement autour de toi quand même qui va t'aider justement à prendre ces décisions, à te sentir un peu moins seul? Oui, alors voilà, je voulais un petit peu revenir dessus, c'est que je pense que le sentiment de solitude, il est un peu inhérent à l'activité de thèse, parce que justement, c'est toi le décisionnaire, c'est toi qui crée les choses, et c'est à toi d'être une force de proposition. Forcément, on ne te prendra pas toujours par la main, donc il y a un petit peu, effectivement, ce sentiment de solitude, mais je pense que ça dépend de si tu t'entends bien avec ta direction. Ça dépend aussi de la distance peut-être avec le labo. Moi, je sais qu'entre Marseille et Toulouse, c'est quand même à chaque fois un petit investissement voilà, d'y aller, etc. Mais je pense que tu peux un peu moduler ce sentiment de solitude parce qu'en fait, il ne faut pas tomber dans le piège de j'ose pas solliciter. Je sais que là, pendant la création de mon expérience, au tout début, j'hésitais un petit peu. Et après, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais non, si j'ai un doute, une incertitude, j'y vais, j'appelle, etc. Et j'ai toujours été super bien reçue. Et ça m'a aidé à faire ces choix finalement. Donc voilà, il ne faut pas tomber dans ce piège de non, j'ose pas. Et il ne faut pas négliger sa vie sociale en dehors de la thèse aussi, je pense. Très très bon conseil. Voilà. Non, c'est vrai que c'est beaucoup ça la science. On est tout seul avec son projet, mais en fait on s'appuie énormément les uns sur les autres. Et c'est pour ça qu'on se sent un petit peu moins seul dans le fond, parce qu'on est tous ensemble pour résoudre un problème. Merci beaucoup Myriam. Peut-être aussi que le parcours de Vivien va t'inspirer. Alors bonjour Vivien. Bonjour Manu. Pour toi, doctorat c'est terminé, hein, tu as soutenu sa thèse l'année dernière. C'était également une CIFRE et elle était co-encadrée par l'ENSM du côté public, donc c'est l'École nationale supérieure maritime, c'est ça? Exactement. Et CMA-CGM du côté privé. Alors ton parcours je le trouve assez remarquable, hein. Donc toi tu as fait des études donc, de marine marchande, puis ensuite tu es parti en mer, tu as navigué pendant 12 mois et de retour sur la terre ferme, tu décides de te lancer dans un doctorat. Est-ce que c'est un changement d'orientation ou bien c'était déjà une vision de la recherche que tu avais depuis le début dans ton parcours? Alors c'était déjà une vision. Ouais. En fait, durant mes 5 ans de master, je suis parti naviguer régulièrement et tout ça m'a permis d'avoir 1 an de navigation. Durant les 2 dernières années de master, je me suis rendu compte qu'en mer, il manquait quelque chose. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une thèse en 5 ans à côté de mon travail, vu qu'en marine marchande, on travaille autant que ce qu'on a de congés. Donc je me suis dit, c'était un super programme. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y a des avantages et des inconvénients à ce type de thèse. Et durant ma dernière année de master, le sujet m'a été proposé. C'était un sujet sur le roulis paramétrique, donc complètement dans le thème de mes études. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait énormément d'avantages à faire une thèse CIFRE. Donc on est encadré. Et là, on a vraiment le double côté opérationnel que j'adorais, qui est vraiment aller en mer et pouvoir apporter quelque chose à ce qu'on fait, et le côté recherche. Et ça, c'était vraiment génial. D'accord, je comprends bien. Alors moi, j'adore aller regarder les thèses des autres, même si je comprends rien, juste ça me fascine déjà juste de lire le titre. Je suis allé voir la tienne et j'ai trouvé le titre qui est probabilité d'apparition du roulis paramétrique sur un état de mer prédéfini. J'adore ça les sujets de thèse, parce que c'est toujours hyper spécialisé et très obscur. Est-ce que tu peux juste nous dire un peu plus c'est quoi un roulis paramétrique et qu'est-ce qu'il y a dans ce manuscrit de thèse? Bien sûr, avec plaisir. Donc en fait, c'est un phénomène de perte de stabilité dans les vagues. Donc il apparaît par mer de face ou mer de l'arrière. Donc grosso modo, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que c'est un phénomène qui est traître, on ne s'en rend pas compte, on pense qu'on est en sécurité, alors que notre navire va commencer à rouler bord sur bord de manière inopinée et violente. Par exemple, sur un porte-conteneur, ça va mener à la perte de conteneurs à la mer. Donc, clairement, c'est ce qu'on veut éviter. Malheureusement, ce sont les types de navires qui sont les plus sujets dû à leur forme de carène, donc à la forme de la coque. Et donc c'est pour ça que CMA-CGM était fortement intéressé par le sujet, et c'est avec eux que la thèse a été bâtie. À côté de ça, durant cette thèse, on a pu développer un outil de prédiction du roulis paramétrique et de réaliser un guide de réaction pour les personnes embarquées. C'est des recherches qui commencent à être appliquées déjà, qui sont concrètes ou qui restent encore pour l'instant fondamentales? Les deux. Donc on a vraiment un double volet. Le côté fondamental qui s'éternise depuis maintenant presque 20 ans. Donc le premier accident, c'était l'appel China. Et depuis, tous les chercheurs du monde cherchent des solutions pour ce phénomène. Donc ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. Et on cherche tous, aussi bien du fondamental que de l'appliquer pour les opérationnels. Comment éviter le phénomène,
ça passe forcément par comprendre comment est-ce qu'il apparaît. Donc le fondamental et l'opérationnel, et la double casquette. D'accord. Quand tu termines ton doctorat, tu es embauché donc, chez CMA-CGM. Aujourd'hui, tu travailles à la DGA, Technique Hydrodynamique. Est-ce que tu fais toujours de la recherche? Question que je me suis posée. Oui. Okay. Alors, dans le cadre de mes travaux actuels chez DGA, mon travail n'est pas forcément uniquement basé sur de la recherche, bien au contraire. J'ai quand même d'autres choses à faire. Par contre, on a encore cette liberté de réaliser des recherches fondamentales qui vont servir bien évidemment aux intérêts de l'armée et de l'État. D'accord. Donc on arrive à continuer un peu de recherche, même si ce n'est pas le cœur du métier, mais on arrive encore à publier. Donc c'est qu'on en fait. D'accord. Du coup, ce parcours avec un peu de recul, il y a des choses que tu regrettes ou ça s'est passé vraiment comme tu aurais pu en rêver dès le début? C'est une bonne question. Non, il n'y a franchement rien que je regrette. Au contraire, pour moi, faire cette thèse, ça a été super. Ça m'a permis de voir des choses très différentes du monde de personnes dans lequel j'ai été baigné depuis les 6 dernières années. Avant la thèse, bien évidemment. Et si j'avais quelque chose à changer, je pense que je referais la même chose. Alors, c'est très haut, c'est parfait. Écoute, allez, j'ai une question peut-être un peu plus technique, un peu plus profonde pour toi. Une question que je me posais par rapport à ce doctorat CIFRE, justement, que tu as peut-être vécu pendant ton expérience. Si tu fais une découverte, est-ce que tu vas plutôt la publier comme un chercheur ou plutôt essayer de la breveter comme le ferait plutôt un entrepreneur, disons? Comment on décide ce genre de choses quand on est doctorant? C'est une très bonne question. Alors, on a son mot à dire, mais on a également les intérêts de l'industriel qui rentrent en jeu. Et c'est plutôt notre directeur de thèse qui va essayer de nous consulter, de consulter l'industriel et de prendre une décision cohérente entre la viabilité de réaliser un brevet et le fait de publier. Dans tous les cas, le brevet ne va pas empêcher une publication dans laquelle on ne mettra pas toutes les informations. Donc on pourra forcément publier quelque chose qui va nous permettre de soutenir notre thèse et d'avoir toutes les informations. Par contre, le détail, lui, qui peut permettre de déposer le brevet, n'en fera pas partie. Lui, il n'est pas publié, il est gardé. Donc il y a une part on essaie de faire la part des choses entre ce qui reste confidentiel et ce qui va dans le domaine public, quoi. Tout à fait. D'accord. Écoute, merci beaucoup. On va discuter de ces points en particulier avec 3 nouveaux invités maintenant qui représentent un peu vos encadrants, donc des chercheurs et des entrepreneurs qui conçoivent des sujets de thèse CIFRE et qui vous guident donc dans vos recherches. Merci beaucoup à tous les 3. Je vous souhaite beaucoup de succès donc, pour la suite de votre parcours professionnel. Merci. Merci. Merci Mani. Merci beaucoup. Donc pour cette nouvelle table ronde, je suis entouré de 3 nouvelles personnes. François Fage, qui est directeur de recherche à l'INRIA, Florence Lambert, qui est présidente de Genvia, et Roberto Ardon, qui est Chief Data Scientist Officer chez Incepto Medical. Alors bonjour à tous les 3. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On va continuer à parler de recherche scientifique, de la conception de ces sujets de thèse, de l'encadrement des doctorants et puis de leur avenir aussi, et plus généralement de votre vision sur ce dispositif CIFRE. Alors si vous le voulez bien, je vais commencer par me tourner vers François Fage. Vous êtes donc directeur de recherche à l'INRIA, vous êtes bioinformaticien, vous enseignez la biologie des systèmes et la modélisation informatique, et vous encadrez les doctorants CIFRE depuis longtemps, on va dire, presque depuis le début du dispositif. Est-ce que, peut-être pour commencer, vous pouvez nous donner juste un éventail des recherches que vous avez encadrées dans le cadre d'une CIFRE, et puis éventuellement les découvertes que vous avez faites? Oui, donc j'ai eu une longue carrière avec des évolutions thématiques. Enfin, je suis informaticien, j'ai toujours cherché à aller au fond des choses, faire de l'informatique fondamentale, mais avec beaucoup d'attrait pour les allers-retours entre théorie et pratique. Donc le dispositif CIFRE a toujours été pour moi un excellent moyen de confronter les idées d'un industriel qui a des problèmes concrets et puis de recherche académique. Thématiquement, ça a pas mal évolué, mais disons pour ce que vous citez en dernier, la bioinformatique, effectivement, ça fait quand même 20 ans que je m'intéresse à modéliser les processus cellulaires comme des programmes, et on a eu récemment 3 thèses CIFRE avec l'industrie pharmaceutique, Servier, Johnson & Johnson, pour des défis de modélisation, de compréhension, pourquoi des médicaments ne marchent pas
in vivo, alors qu'il marche dans certaines expériences, et donc avoir une approche effectivement système, de compréhension système de toutes ces interactions très complexes et qu'on aborde avec des techniques d'informaticiens, techniques développées pour le raisonnement sur des programmes complexes. Okay. Vous savez ce que sont devenus ces doctorants, disons globalement? Oui, très très bien, et je suis très heureux de voir que... Dans quelle direction ils s'orientent donc, alors en l'occurrence, ils ont continué dans le domaine. Chez Servier, ils ont continué dans la boîte, en prenant des postes, j'en suis très content, importants de direction scientifique sur ces sujets, ou alors évolution pour différentes raisons. Ça a pu être des évolutions, mais en gardant vraiment l'acquis scientifique, en changeant de boîte. Et puis parfois, c'est arrivé dans le passé qu'un doctorant en chiffres ait vraiment fait de grands progrès scientifiques et soit embauché au CNRS, par exemple. J'ai un ancien au CNRS, un autre professeur d'université, et j'en oublie. Donc ça arrive aussi. Donc plus généralement, il continue un peu dans l'entreprise, mais il arrive aussi qu'ils viennent vers une carrière universitaire, par exemple. François Fage, l'idée qu'on se fait souvent de la recherche, c'est que dans les laboratoires, on va produire des connaissances théoriques et puis ensuite, ces connaissances vont être transformées en valeur ajoutée dans une entreprise. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on va avoir cette chaîne de production qui va du laboratoire vers l'entreprise. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ça peut aller dans le sens opposé aussi? Est-ce que les jeunes que vous encadrez, ils peuvent, à travers cette application, justement vous donner de nouvelles idées ou vous apporter de nouveaux cadres de réflexion? Complètement. Hein. C'est vraiment déjà la définition d'un sujet de thèse avec un partenaire industriel, c'est extrêmement intéressant parce que il y a des questions qu'on ne se poserait pas. Qui viennent d'applications auxquelles on ne penserait pas, potentielles. Et ça va conduire à des questions scientifiquement extrêmement intéressantes du domaine, mais qu'on ne se serait pas posées sans ce contexte industriel ou autre. Et donc, ça nourrit complètement la recherche scientifique d'un domaine. Et vraiment dans les deux sens, pour moi, problématique. Approche également, les industriels peuvent avoir des solutions qui ne sont pas du tout académiques, mais qui donnent des résultats et qui est extrêmement intéressant d'essayer de comprendre. Et puis en retour, je trouve aussi que dans le cadre d'une thèse CIF, par exemple, ça peut être très bien d'encourager le doctorant parfois, si le sujet s'y prête, à proposer des benchmarks, des bancs de tests à la communauté académique, mais issus de ces problématiques qui permettent ensuite de mesurer les progrès de la communauté sur ces problèmes. D'accord. Des bancs de tests qui viennent directement du monde pratique, quoi, appliqué, qui reviennent ensuite vers la communauté scientifique en disant essayez de résoudre ça, quoi. Oui, c'est ça. Ça peut pendant des dizaines d'années rester des défis. Oui. Alors bien sûr, avec un travail sur les données qui fait qu'il n'y a plus de problème de propriété. Je m'interroge aussi sur les échelles de temps. Vous le savez comme moi, un projet de recherche, c'est long, c'est très long, et même en général, on ne fait pas vraiment attention. Ce qui importe plus, c'est, disons, d'aller au bout des choses, d'approfondir chaque petit détail, etc. On a des projets de recherche qui durent des années, une décennie, voire plusieurs décennies, ça arrive des fois, d'avoir un projet de recherche qui dure 25 ans. J'imagine que ça, c'est quelque chose qui n'est pas trop compatible avec un monde plus compétitif, concurrentiel, ou dans une entreprise, par exemple, le temps, c'est de l'argent, quoi. Est-ce que c'est une tension que vous ressentez un petit peu quand vous encadrez des chiffres? Oui, alors depuis la conception du sujet, il est certain que pour l'entreprise, vous le direz mieux que moi, 3 ans, c'est le temps de la thèse de 3 ans, c'est du temps long. Une entreprise, elle a des projets quand même sur des temps plus courts, donc ça nécessite nécessité de prendre un certain recul pour s'investir sur ce temps long pour l'entreprise de 3 ans. Pour l'académique, c'est le temps d'une thèse en France, que parfois on trouve un peu court, 3 ans, quand on compare aux thèses aux États-Unis ou en Allemagne. Les thèses en France, c'est 3 ans, ça peut paraître un peu court, mais dans le cas de thèses avec un industriel, c'est juste, je pense, la bonne durée. Et en général, les thèses chiffres, elles durent vraiment 3 ans. On ne prolonge pas à 4 ans comme on le fait plus si on a plus de liberté. Et il faut l'anticiper, le gérer, le définir bien au début. Et puis après, de toute façon, il y a toujours une évolution au cours de la thèse, mais en s'y préparant bien, on tient les délais et avec un apport réciproque. Je comprends.
Peut-être un dernier point, une dernière question, François Fage, sur la propriété intellectuelle. C'est aussi une question que je me pose souvent quand je suis face à une cifre. Je me dis, voilà, les chercheurs, leur boulot, pour résumer, c'est de produire de la connaissance et puis de la publier comme ça pour tout le monde. Alors que dans un contexte un peu plus concurrentiel, si je découvre quelque chose qui peut me donner un avantage compétitif, j'ai peut-être envie de le protéger, de le breveter. Comment on gère ça avec l'entreprise ? Oui, donc c'est important de le gérer. Donc gérer, c'est anticiper. Donc en fait, quand on définit le sujet, je pense que voilà, il faut être assez clair sur qu'est-ce qui relèvera du domaine stratégique de l'entreprise et devra rester secret en quelque sorte, à travers un brevet ou autre. Et puis qu'est-ce qui, a priori, pourra être publié ou rendu même, par exemple, en développement logiciel. En général, avec l'industrie pharmaceutique, si on développe des logiciels dans le cadre d'une thèse, on nous laisse publier le logiciel dans le logiciel libre, par exemple. Et pour les publications, c'est pareil. L'entreprise trouve son compte à publier à haut niveau. C'est pas publié pour publier, mais c'est publié vraiment à haut niveau. Ce qui peut l'être sans que ça empiète sur des secrets industriels tout à fait normaux. C'est des choses qu'on anticipe et on se met d'accord avant de commencer. On dit voilà ce qui est publiable, voilà ce qui est confidentiel. Je pense on fait bien, et dans le cadre des chiffres, il y a cet accord qui le prévoit tout de suite au début, et c'est bien fait. Merci beaucoup François Fage. Je vais me tourner maintenant vers Florence Lambert. Bonjour Florence. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente de Genvia. Alors si je peux essayer de résumer l'activité de Genvia en une phrase, je dirais que c'est une entreprise qui vise à industrialiser une technique de production d'hydrogène décarboné. Exactement. Est-ce que vous voulez peut-être le dire un peu mieux que moi ? Non, vous l'avez très bien dit, mais je peux peut-être compléter. Donc en fait, c'est une technologie qui vient de la recherche, donc du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique, et qui part de ce qu'on a tous en tête, on électrolyse, donc on part de l'eau, on fait passer un courant et on produit de l'hydrogène. Notre spécialité, c'est qu'on va partir à partir de l'eau vaporisée, et en faisant ça, on a un meilleur rendement, c'est-à-dire que pour chaque électron qu'on va mettre, on va avoir plus d'hydrogène ou un hydrogène moins cher. Et donc on est en fait dans un écosystème déjà public-privé, parce que la technologie vient du CEA, qui est notre actionnaire majoritaire, et qui s'est associé à un industriel pour accélérer l'industrialisation de la technologie. Donc nous avons déjà des racines de recherche qui sont très importantes. D'accord. Je comprends. Vous êtes, Florence Lambert, vous-même issue du milieu universitaire, parce que vous avez une thèse, un doctorat en électrochimie. Oui. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu votre histoire ? Comment on passe de la jeune doctorante en électrochimie à la présidente de Genvia ? Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Alors, moi, j'ai assez vite voulu faire de la recherche, en fait, même si je viens d'un milieu ouvrier, en fait, et assez vite. Alors, moi, j'ai eu un électrochoc en visitant une centrale hydroélectrique très jeune, et en me disant, je veux travailler dans l'énergie. Alors, à l'époque, j'ai pas pu faire de thèse chiffre, j'ai fait une thèse ADEME, et qui se passait justement avec le CEA. C'était la première thèse qui portait sur le stockage des énergies renouvelables. Et me voilà arrivée au CEA où finalement j'ai toujours eu à développer des projets un peu périlleux, souvent compliqués. Et je me suis rendu compte qu'en fait ce sujet d'énergie était très très important, qu'il était au-delà de la recherche, de la technologie, qui pouvait toucher les populations, et j'ai été vraiment passionnée. Et après, j'étais peut-être plutôt sur un segment qu'on appelle la recherche technologique, qui est vraiment déjà entre la recherche et l'industrie à Grenoble. Et en fait, avec beaucoup d'opportunités de faire déjà des transferts de technologie, alors sur toute la chaîne de la valeur, des matériaux à des composants, etc. Et à force de rêver d'industrie, donc j'ai pris une technologie de mon ancien laboratoire, réussi à convaincre non seulement la maison du CEA, mais aussi l'industriel, donc Schlumberger, qui s'appelle SLB maintenant, pour créer Genvia. Et c'était le moment ou jamais de traverser le Rubicon et d'aller du coup créer cette société. Alors, comme je vous dis, qui est assez atypique, donc qui est vraiment entre ce milieu de la recherche et le milieu de l'industrie. Et donc c'est pour ça que dès le démarrage, on n'a pas pu faire autrement que lancer des thèses de chiffres, parce que pour nous, c'était très très naturel de pouvoir vraiment creuser des sujets et puis de faire appel à des doctorants. Exact. Donc vous dites que vous travaillez vraiment main dans la main avec le secteur public. Oui. Ça passe donc entre autres par les thèses chiffres. Aujourd'hui, ces doctorants chiffres,
Combien sont-ils chez Genvia et puis sur quoi ils travaillent exactement? On a envie de savoir le genre de recherche que vous faites. Tout à fait. Alors, on a lancé très très vite 6 thèses. Il y en a une 7e qui commence là et qui s'adresse en fait à toute la chaîne de la valeur qu'on peut faire quand on fait un électrolyseur. Donc, vous allez avoir des sujets autour plutôt de la science des matériaux. Donc, soit pour développer des nouvelles solutions, soit des synthèses, soit des procédés, soit faire de la modélisation ab initio. Donc ça, c'est vraiment la première famille. Ensuite, on va avoir plutôt des thèses systèmes qui vont, par exemple, nous aider à développer des nouveaux électrolyseurs avec des possibilités de diagnostic de panne. Donc, très intéressant, qui va justement différencier la technologie. Donc, vous voyez, ça va vraiment d'un panel très, très éclectique, de la science des matériaux jusqu'à des aspects plutôt systèmes très, très appliqués. Ça va sur des sujets plutôt court terme, c'est-à-dire qu'on a besoin des doctorants pour creuser un sujet avec des débouchés en fait, et je pense que c'est intéressant pour eux de assez vite pouvoir mettre en application ce qu'on fait. Mais il y a aussi des sujets plus moyen-long terme, comme par exemple de la modélisation multiphysique, où là on sait qu'on démarre un chantier de 6 ans et qu'il va falloir plusieurs thèses. Et donc dès le départ, on savait qu'il y allait avoir différentes échelles de temps. Mais je rejoins aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, dès le démarrage, on s'est dit, si on fait des thèses, on les fait sérieusement. C'est-à-dire que les thésards, en fait, vont aussi, alors non seulement vont dans les réunions Genvia, mais vont dans des congrès, font des publications. Et pour moi, c'est pas antinomique, parce qu'en fait, il suffit juste de synchroniser. On fait un brevet, et puis après, on peut faire la publication. Et ça se synchronise complètement. Et pour nous, on l'a vraiment donc non seulement lancé dès le démarrage en se disant c'est la chance de l'entreprise, mais en se disant c'est une responsabilité parce que il faut pas oublier que c'est une formation et qu'il faut vraiment dès le démarrage garantir les bonnes conditions pour nos étudiants. Exactement. Alors juste pour bien comprendre ces projets de recherche dont vous parlez, au tout début, vous allez les concevoir en partenariat avec un laboratoire universitaire. C'est un travail que vous faites ensemble. Tout à fait. Et ensuite, vous allez trouver un doctorant ou une doctorante qui va correspondre aux besoins. Et le candidat en question, quelles compétences vous allez chercher en particulier? Des choses qui sont plus de l'ordre de la recherche ou bien, je ne sais pas, quelles compétences vous allez voir en premier chez un candidat? Il va y avoir la compétence métier qui est importante, donc en fonction d'où on part. Et c'est vrai que c'est important d'avoir et le bon étudiant, la bonne formation doctorale aussi. Après, pour moi, assez vite, parce que je fais les entretiens moi-même, d'avoir un esprit de curiosité. Donc ça, pour moi, c'est important parce que tout à l'heure, on parlait du fait de partir de la page blanche. Donc effectivement, il faut oser, challenger, bouger les lignes. Et puis aussi une certaine forme de courage. Et pour moi, aujourd'hui, je trouve que c'est très représentatif aussi de ce qu'on a besoin dans nos nouvelles industries. Parce qu'en fait, ce qu'on fait quand on fait un électrolyseur, moi je dis souvent, c'est peut-être un peu présomptueux, mais comme la révolution industrielle du siècle dernier, parce qu'on part d'une page blanche, on part d'une technologie de laboratoire, et on doit hisser en fait un géant industriel. Et donc tout ça, il y a des risques, donc il ne faut pas avoir peur de la page blanche. Et je me rends compte qu'en fait, l'esprit qu'on développe quand on a une thèse est très approprié à ce nouveau virage industriel qu'on fait en France, en Europe, et va former en fait non seulement des ingénieurs, mais des ingénieurs-chercheurs robustes et qui vont savoir prendre des risques. Et on a besoin de ça. Je suis d'accord, surtout par rapport à ces qualités dont vous parlez, la curiosité et le courage. On a tous fait une thèse autour de cette table et je pense qu'effectivement, on peut qu'être d'accord avec vous. Et la page blanche. Exactement. Si je m'essaie de me mettre à la place de ces doctorants CIFRE qui ont en quelque sorte un pied dans le privé avec vous et puis un autre dans le public, est-ce que c'est comme une contrainte supplémentaire où il faut réussir à gérer deux mondes qui sont bien différents, ou est-ce que dans le fond, ça crée une forme de synergie qui va les permettre d'aller encore plus loin? Ça crée une synergie qui est vraiment indispensable aujourd'hui à ce réveil industriel qui est en train de se mettre en place. Pour nous, en fait, il y a à la fois une phase de transfert technologique qui fait qu'on a besoin d'accompagner ça, d'avoir cette connexion à la recherche. Mais derrière, il va falloir vraiment tenir des distances sur le long terme et rester et garder cette connexion, en fait, et rester connecté à cette recherche. Parce que faire un électrolyseur aujourd'hui, donc notamment Genvia à la haute température, on n'est pas copié. Donc on est plutôt sur la technologie du coup d'après. Et donc c'est très bien. Dans 10 ans, on le sera.
Et je pense qu'il faut faire le deuil de se battre avec l'Asie uniquement sur les volumes et sur les coûts de production. On va se battre grâce à l'innovation. Et justement, grâce à ce lien continu avec toutes les recherches, plus fondamentales ou plus appliquées. Et les thésards peuvent être vraiment ce trait d'union. Donc pour moi, c'est une philosophie d'entreprise, c'est-à-dire qu'on a décidé de lancer Genvia avec du coup tous ces thésards, mais on sait que régulièrement, on va mettre des salves de thèse de CIFRE pour garder ce lien continu en déplaçant parfois un peu les sujets. Mais pour moi, c'est vraiment inhérent à la compétitivité de ce qu'on est en train de lancer en France. Je comprends. Les étudiants qu'on avait tout à l'heure autour de cette table nous parlaient de cette envie de voir les choses mises en application assez rapidement, oui. Donc de faire vraiment une découverte scientifique, oui, oui. Et puis assez rapidement de voir son application concrète dans le vrai monde, alors que c'est vrai que dans le milieu universitaire, on peut attendre des années, peut-être même toute une vie avant de voir une application concrète. Dans le cas de Genvia, il y a en plus donc cette perspective environnementale qui est nécessairement très présente et pressante. Est-ce que vous sentez que c'est une source de motivation supplémentaire auprès de vos doctorants? Tout à fait, parce que ces jeunes, en fait, ont à la fois envie d'avoir un esprit de curiosité qui va être nourri, mais aussi de donner un sens. Et donc, en fait, ça leur permet de creuser un sujet, sachant que la finalité va être vraiment pour décarboner. Donc, notamment en ce qui concerne Genvia, notre principal marché va être la décarbonation de l'industrie. Donc, aider les aciéries, les cimenteries, les grands acteurs de la chimie à se décarboner. Et donc, notre équipement va permettre très rapidement à baisser ses taux. Donc, ça donne du sens à tout ça. Oui. Et donc là, j'ai par exemple en tête des développements qu'on fait aujourd'hui. Donc on est, vous voyez, dans un environnement, en plus notre usine est très ancienne en fait. On a récupéré du foncier dans une usine qui a plus de 100 ans. Donc l'histoire se passe dans notre ligne, on est en train de faire des couches sur nos électrolyseurs et pour autant on a besoin de repartir dans la physique fondamentale pour bien comprendre et maîtriser les process de fabrication. Donc c'est à la fois des sujets qui nourrissent, mais avec vraiment des débouchés très très précis. Et puis ce qui est en plus formidable, c'est que non seulement ça donne un sens, mais il y a aussi un collectif. Parce que derrière ces thésards, donc sur leur travail du quotidien, il y a par exemple les opérateurs de l'usine qui guettent les derniers résultats pour justement les mettre en application tout de suite. Donc il y a aussi un relais qui se fait entre différentes fonctions de l'entreprise et ça c'est magique. Ça c'est magique, oui. Merci beaucoup Florence Lambert. Je vais me tourner maintenant vers Roberto Ardone. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc Chief Data Scientist Officer chez Incepto Medical. Corrigez-moi si je me trompe, c'est une start-up donc qui développe des techniques d'intelligence artificielle dans le domaine médical généralement, plus précisément en radiologie. Exactement. Et vous avez 6 ans, enfin la start-up a 6 ans et vous avez déjà encadré plusieurs thèses CIFRE. C'est ça. Combien exactement? Alors, on en a déjà encadré 2 qui ont fini. D'accord. Et en ce moment, il y en a une en cours et une en préparation. D'accord. L'activité de Incepto Medical, vous pouvez peut-être rentrer un petit peu plus dans les détails? Donc, le but d'Incepto, c'est un peu de soulager quelque chose que tous les fondateurs de l'entreprise étaient avant dans l'industrie de l'imagerie médicale. Et quelque chose qu'on a tous remarqué, c'est que les radiologues, ils étaient complètement débordés. En fait, aujourd'hui, la quantité d'images produites en imagerie médicale est telle, les machines sont tellement performantes que les radiologues, même s'ils continuent à augmenter au même rythme, alors que ça chute, il y a de moins en moins de radiologues, et ils ne pourraient jamais traiter toutes ces images-là. Il y en a trop. Donc, ils sont débordés. On a toute une problématique, des urgences. Vous attendez 6 heures. Souvent, vous attendez parce que vous attendez un radiologue qui va interpréter votre image. Donc, le but d'Incepto, c'est de soulager cette charge en créant des intelligences artificielles capables d'interpréter toutes seules ces images et en faisant les diagnostics au même niveau, mais beaucoup plus vite et sans fatigue qu'un médecin. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, Incepto a deux façons d'agir. Comme l'objectif est vraiment très pratique, on veut vraiment ramener ces IA chez les médecins. Donc la première chose qu'on a fait, c'est on s'est mis en distributeur. Donc il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui créent des IA en ce qu'on appelle nous des verticales. Donc elles prennent un problème clinique, typiquement par exemple, je ne sais pas, les cancers de poumon, et elles vont travailler que sur ça. Et puis Incepto, une de ses branches, c'est de distribuer, d'être l'intermédiaire entre l'hôpital et tous ces startups-là qui créent des verticales. Et en même temps, et ça c'est mon côté, Incepto produit des IA.
Donc nous, aujourd'hui, on a trois IA déjà qui tournent chez les médecins. Donc pour être clair, les étudiants, les doctorants en chiffres que vous encadrez, ce sont plus des informaticiens que des médecins. C'est le milieu informatique, c'est pas du tout le milieu médical. Pas du tout médical, bien qu'ils interagissent énormément avec des internes et avec des médecins. Du coup, très concrètement, qu'est-ce qu'ils font alors ces doctorants en chiffres? Est-ce que vous pouvez me dire un peu quel est leur sujet de recherche? Alors, les deux thèses qu'on a terminées, la première, tout ça c'est extrêmement lié au questionnement que les médecins vont se poser sur l'IA. Premier questionnement, c'est l'IA me donne une réponse, mais je ne comprends pas pourquoi. C'est l'interprétabilité. Donc la première thèse qu'on a finie, c'est justement, le but de cette thèse, c'est si l'IA dit ce genou, ce poumon est malade, pourquoi? Sur quoi elle s'appuie? Quelles sont... Alors la thèse de Martin, en l'occurrence, c'était, elle montrait en surbrillance les zones qui avaient servi à l'IA pour prendre une décision. Et c'est fascinant parce que parfois on a l'impression qu'on entraîne une IA et qu'elle marche très très bien et on ne voit pas les biais qu'on lui a donnés. Typiquement, quand tu as des bases déséquilibrées, on travaillait sur des ménisques. Le ménisque latéral, il est souvent peu malade, alors que le médial est très malade. Et le latéral, on n'arrivait pas bien à le détecter. En passant le détecteur d'interprétation, on s'est rendu compte qu'en fait, le latéral, l'IA ne le regardait jamais. Donc toutes les décisions qu'il pouvait donner dessus, c'était en regardant le médial. Donc aucune chance d'avoir un bon résultat. Ça, c'est la première thèse. Et la deuxième thèse, elle concernait une des problématiques majeures de l'intelligence artificielle en médecine, c'est que toute intelligence artificielle a besoin d'annotation. Donc il faut absolument, comme nous, donner une image à une IA en lui disant « cette image est pathologique, cette image est saine ». Mais cette annotation, elle est fournie par des gens qui sont déjà hyper débordés, c'est les radiologues. Donc il faut bosser sur comment je peux créer des IA en donnant le moins d'annotation possible. Donc la deuxième thèse cible, c'était exactement ça le but. Construire des IA avec moins d'annotation. Beaucoup d'images, mais pas tout annoté. D'accord. Voilà. C'est très clair, merci beaucoup. Vous avez une particularité, c'est que vous avez vous-même fait une thèse chiffre. Exactement. Est-ce que ça change la façon dont vous les encadrez alors? Absolument. Absolument, parce que donc moi j'ai vécu cette vie d'être dans l'entreprise, être à la fois dans un labo universitaire et moi il y a certaines choses que je n'avais pas extrêmement appréciées de ma thèse chiffre, notamment il y en a quelques-uns l'ont évoqué tout à l'heure, c'est un peu la solitude dans la thèse chiffre en fait. Souvent, quand on fait une thèse chiffre dans une entreprise, alors ce que Florence a dit ne va pas du tout ce que je veux dire, mais on n'est pas tout à fait intégré dans l'entreprise. Moi, je l'ai fait dans une très très grosse entreprise dont le métier n'était pas exactement le sujet de ma thèse. Donc c'était un peu à côté, donc j'étais un peu seul. Moi, je m'efforce de mettre les doctorants sur des sujets qui sont très importants pour moi. D'ailleurs, la nouvelle thèse chiffre qu'on a faite, j'ai changé un peu de braquet. Au lieu de faire des thèses méthodologiques comme avant, j'ai fait une thèse à problématique clinique. Donc le sujet, c'est suivi des problèmes en oncologie du foie. Voilà. Donc c'est pas du tout technique en fait. Ça paraît, et c'est à nous, et à moi et aux doctorants, de trouver toutes les techniques, les nouveautés pour pouvoir résoudre ce problème-là. Pourquoi j'ai fait ce sujet-là? Parce que c'est un sujet qui est extrêmement demandé par les médecins. Si on arrive, alors c'est très risqué, parce que personne n'a réussi à le faire, mais si on arrive à faire un produit avec ça, les médecins, ils seraient ravis, parce qu'ils me disent à chaque fois que je les vois, il y a un médecin en particulier, un des actionnaires de la boîte, qui me dit « Quand est-ce que tu vas me trouver la solution au jeu de cette différence ?» Voilà, il compare des images du passé et il doit trouver... vous mentionnez les actionnaires. Ouais. Ils ont un rôle à jouer aussi dans le moment où vous concevez une thèse cible. Parce que je me dis, vous pouvez imaginer des choses qui sont intéressantes d'un point de vue scientifique, mais l'actionnaire, il n'est pas nécessairement d'accord. Et du coup, il y a beaucoup d'acteurs qu'il faut mettre d'accord avant de pouvoir concevoir cette thèse, y compris le partenaire universitaire, etc. Oui, absolument. Il faut absolument que... Et ça, c'est mon boulot la plupart du temps, c'est moi qui fais tout ça. Ouais. C'est-à-dire le sujet doit être... créer un consensus auprès des gens qui n'ont pas du tout... par exemple, le CEO de la boîte, c'est un businessman, donc lui, il faut que je le convainque, non pas par des arguments scientifiques, mais des arguments de retomber après, quoi. Absolument. Et ça, il faut le faire. Donc, je ne peux pas décider de faire une thèse sur un sujet qui semble très lointain, très décorrélé avec notre activité. Donc ça, c'est une des contraintes. Mais à la différence de ce que font d'autres entreprises, moi, les doctorants, je les mets dans le processus de rédaction du sujet.
C'est-à-dire que je les choisis en amont par le biais des stages, etc. Et une fois que... Et donc, ils sont aussi dedans. Donc, ils écrivent avec moi et avec le médecin. Et un des fondateurs de la boîte, c'est un médecin radiologue. On écrit ensemble les sujets. Comme ça, on s'assure que cliniquement, ça va. Le docteur, il est content avec. Et après, on boucle avec les actionnaires pour voir que tout va bien. Mais vous pouvez quand même faire de la recherche fondamentale. C'est pas exclu, du coup, même si il y a cet aspect où il faut convaincre les actionnaires. Ça peut être... en fait, il faut juste que ça reste dans la ligne, dans la même ligne que eux, ils ont leur vision. Oui, la créativité naît des contraintes et c'est ce qui est passionnant dans cette démarche. Oui, exactement, j'entends bien. Et pour terminer, peut-être, c'est un sujet qui revient tout le temps parce que ça me tient à cœur, mais c'est celui encore de la propriété intellectuelle. Dans votre cas en particulier, les découvertes que vous faites, ce que vous produisez dans le monde de l'informatique, finalement, c'est du code, ou bien des programmes informatiques, ou bien des techniques d'apprentissage qui sont des choses qui sont finalement assez faciles à dupliquer. Et quand on les publie, surtout aujourd'hui avec des magazines qui demandent beaucoup d'open source, ben finalement pour un concurrent d'Incepto, soit un copier-coller et hop, je vous ai un peu pris votre place, vous voyez. Comment on fait ? C'est quoi l'intérêt de publier en fait ? Alors, on en a déjà évoqué. L'intérêt majeur, c'est de se faire une visibilité scientifique. Quand on publie, j'essaie de publier dans des revues à très fort impact, que ce soit technique ou clinique. Si c'est clinique, c'est encore mieux. D'accord ? Donc, montrer que nos recherches développées par un CIFRE donnent lieu à des produits qui ont un énorme impact chez les radiologues, ça, c'est un intérêt majeur pour moi. Après, ça sert c'est un argument de vente. Voilà. Concernant la propriété intellectuelle, on a des règles en interne. Par exemple, moi je me dis, je ne publie pas sur l'algo qui est en production actuellement, mais sur N-1, qui est déjà à nouveau en fait. Donc comme ça, et en plus, comme tout ça c'est basé sur de l'apprentissage machine, il y a des choses que c'est difficile à copier. Hein. C'est-à-dire que moi il y a des choses qui restent propriété d'entreprise et qui ne sont pas duplicables. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois pour cet échange très enrichissant. Je voudrais pour terminer qu'on se penche sur un parcours un peu particulier, celui d'Antea Comellini qui a fait une thèse CIFRE donc soutenue en 2021 et qui est aujourd'hui devenu astronaute. Alors pour conclure cette émission, on a la chance d'avoir avec nous Antea Comellini. Bonjour Antea. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors Antea, vous êtes ingénieur spatial chez Thales Alenia Space et plus précisément au centre de Cannes-Mandelieu. Alors je vois que vous avez un parcours vraiment remarquable. Hein. Donc vous êtes diplômé de l'École Polytechnique de Milan en Italie. Ensuite vous avez fait une thèse CIFRE donc en France. Et aujourd'hui, vous êtes astronaute. Alors, bon, je pense que ça fait rêver tout le monde. En tout cas, moi, ça me fait rêver le premier. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être un petit peu votre parcours et comment vous avez suivi vos études depuis le début en Italie ? Oui, comme vous venez de dire, en fait, j'ai intégré l'école polytechnique de Milan en licence aérospatiale. Puis j'ai voulu continuer en master spatial parce que j'étais très fascinée dans les domaines. Et quand j'étais dans ma première année de master, j'avais vraiment envie de faire une expérience internationale, ce qui m'a menée en France, où j'ai fait un double diplôme à l'école Super-O. Et c'était dans le cadre du stage de fin d'études que j'ai fait ma première rencontre avec Thales Alenia Space à Cannes pour un stage de 6 mois. Et c'était là, en fait, on m'a proposé de continuer avec une thèse. Depuis le début, en fait, vous aviez déjà un peu cette vision pour devenir, peut-être pas astronaute, mais disons de travailler dans ce domaine-là, quoi. Oui, en fait, c'était surtout l'envie de travailler dans les domaines. C'est-à-dire que oui, les métiers d'astronaute, ça m'a fasciné depuis quand j'étais petite, mais je n'ai pas intégré une école aérospatiale pour devenir astronaute. C'était pour apprendre à construire des engins spatiaux. Ah wow, d'accord. Alors comme j'étais très curieux, je suis allé regarder votre thèse de doctorat, vraiment par curiosité. Alors je vous avoue, je n'ai pas tout compris parce que c'est quand même très technique, mais quand même j'aime bien faire ça. Et le titre, je fais une traduction approximative de l'anglais, le titre c'est « Rendez-vous autonome base et vision avec cible non coopérative ». Alors Antea, c'est quoi une cible non coopérative ? Alors déjà une cible, c'est une terminologie qu'on utilise pour parler des rendez-vous spatiaux. Rendez-vous spatiaux, c'est quand il y a 2 satellites qui se rencontrent dans l'espace. Un, c'est la cible, et au fait, elle ne fait rien. Et l'autre, c'est les chasseurs qui vont chercher la cible, donc il fait des manœuvres actives. Et une cible non collaborative, c'est une cible qui ne fait rien pour aider les chasseurs à se rapprocher. D'accord.
Et donc le rendez-vous spatial, c'est justement quand vous avez donc 2 engins ou 2 satellites qui vont se donner rendez-vous en quelque sorte dans l'espace, c'est ça? C'est bien ça. Oui. Et du coup, le contenu de cette thèse, alors qu'est-ce que vous avez fait comme découverte, comme travaux? Au fait, l'objectif, c'était de développer des techniques de navigation qui soient, au fait, faisables d'un point de vue aussi économique. Donc, il y a plusieurs capteurs qu'on peut utiliser pour naviguer autour de notre satellite et les capteurs optiques, disons, comme des caméras, sont un peu les plus économiques. Mais d'ailleurs, derrière, il faut développer des algorithmes qui permettent de passer de l'information qu'il y a dans une image, donc une information en 2 dimensions, vers une information qui nous communique quelle est la position relative et l'assiette relative de la cible. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est basé vision, c'est-à-dire que l'engin spatial va juste avec des images essayer de s'orienter et de réaliser ce rendez-vous, c'est ça? Oui, c'est ça, et de comprendre comment on est placé par rapport à notre cible. C'est beaucoup de programmation aussi, j'imagine. Hein? Oui, il y avait beaucoup de programmation, mais aussi beaucoup de dynamique spatiale, parce que, disons, a posteriori de la partie basée vision, il y a toute une couche de filtrage où on utilise les connaissances qu'on a sur la dynamique des satellites dans l'espace pour robustifier cette estimation. D'accord, je comprends. Alors aujourd'hui, on le disait, vous travaillez donc chez Thales Alenia Space. Quelle est votre mission? Ça continue à être de la recherche scientifique ou vous faites des choses différentes? Oui, plus ou moins. C'est-à-dire que je travaille dans un service de recherche et développement. Donc, on s'occupe de ces technologies qui ont encore un niveau on appelle ça TRL, donc Technology Readiness Level, qui est encore très bas. Et on essaie de les faire monter en robustesse pour les faire voler un jour. Et je m'occupe toujours des thématiques liées au rendez-vous spatial et aux rendez-vous spatiaux et en général aussi aux thématiques pour rendre l'espace un peu plus durable. Donc, essayer de maximiser les ressources qu'on a déjà dans l'espace, penser à ne pas laisser des débris. Et d'ailleurs, les rendez-vous, c'est quelque chose qui nous permet d'aller chercher les fameux débris spatiaux pour les ramener sur Terre. C'est-à-dire que la cible non coopérative, dans ce cas-là, ça va être un débris, par exemple? Oui, c'est bien ça. D'accord, je comprends beaucoup mieux. Et vous encadrez aussi des doctorants, peut-être? Oui, oui. Okay. Donc vous êtes toujours un petit peu chercheuse quand même dans oui, c'est votre quotidien. Oui, c'est un double rôle, un peu chercheur, un peu ingénieur. Si on revient un peu sur votre expérience de la CIFRE, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est que en fait, par rapport à vos collègues de promotion, vous allez faire un trajet un peu plus long parce que pendant 3 ans, vous allez faire de la recherche et seulement ensuite, vous allez arriver dans une entreprise alors que vous avez peut-être des amis de promotion qui, eux, arrivent directement. Donc, vous avez en quelque sorte 3 ans de retard au moment où vous commencez. Est-ce que ça fait bizarre? Est-ce que vous trouvez que c'est un avantage ou un inconvénient? Ça fait bizarre, c'est sûr, parce que surtout pendant les premières années, on a l'impression d'avoir perdu du temps. Parce qu'on voit les personnes qui étaient nos copains des promos qui, au fait, occupent des positions de responsabilité plus élevées que les nôtres. Mais au fait, au fur et à mesure, c'est un peu... Moi, je pense toujours que c'est un peu un marathon. Donc, il ne faut pas trop regarder les premiers kilomètres. Il faut regarder sur les longs termes. Et effectivement, au fait, pendant une thèse, il n'y a pas que le contenu technique qu'on apprend. Il y a tout un ensemble d'autres choses, comme par exemple la méthodologie et la rigueur, qui au fait, au fur et à mesure, dans les travaux de tous les jours, on va pouvoir faire profiter et vraiment voir comment c'est utile. D'accord. Et du coup, ça, c'est des compétences qui peuvent être utiles aussi en tant qu'astronaute, par exemple, des choses que vous avez acquis pendant votre thèse. D'accord, très bien. Aujourd'hui, donc, vous êtes astronaute réserviste. Comment on dit exactement? Je suis membre de la réserve des astronautes de l'Agence spatiale européenne. D'accord. Donc, ça signifie clairement que vous pourriez être appelé, par exemple, pour une mission, je ne sais pas moi, dans l'espace, dans la Station spatiale internationale. C'est possible, ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est la première fois que l'Agence spatiale européenne recrute aussi une réserve. Donc, notre classe a été recrutée en 2022 et on a été divisé en 2 groupes. En fait, ce n'était pas lié au classement, mais c'est juste que 5 personnes ont commencé tout de suite l'entraînement. Et on parle donc des astronautes de carrière et eux, ils vont voler d'ici la fin de 2030. Et puis, il y a 12 autres personnes qui ont été... on a été recrutés dans les corps des réservistes et nous, par contre, on garde notre travail de tous les jours. Donc, pour moi, c'est être ingénieur. Et
puis, on est amené à faire des entraînements, faire des activités. Et puis, au cas où il y a un financement pour nous faire voler, à ces points-là, on va préparer les vols et puis voler. D'accord. Écoutez, c'est fascinant. En tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup de succès pour la suite de votre carrière. Merci beaucoup, Antea, d'avoir été avec nous. Je remercie aussi tous les invités qui se sont joints à nous pendant toute l'émission, les étudiants, les chercheurs, les entrepreneurs. Si vous voulez en savoir plus sur le thème de la CIFRE, si vous êtes intéressé, eh bien, vous pouvez vous rendre, par exemple, sur le site de l'ANRT. On va vous mettre un lien en description. Et moi, je vous dis donc à très bientôt, peut-être, pour une prochaine émission. Au revoir.